La TVT au cœur de l'information. « 20h01 ici à Lomé. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, la rencontre du ministre du Tourisme avec les tenanciers de bars et restaurants. Le message ici est la relance progressive des activités, mais à des conditions près. Les détails tout de suite en début d'édition. Également dans cette édition, nous parlerons du nouveau plan de gestion de lutte contre le nouveau coronavirus. Le Togo, vu la propagation du virus dans certaines localités, se donne les moyens pour y faire face. Tout sur cette nouvelle réorganisation avec Augustin Kossi. On placera également un mot sur les nouvelles performances du Togo. Le pays, semble-t-il, est classé premier dans la sous-région en termes de bancarisation. Les atouts qui ont milité en faveur du Togo, restez avec nous pour les découvrir ensemble. On va finir avec le cinéma togolais qui se donne les moyens de sa politique. Le 7e art togolais se livre à vous cinéphiles une semaine durant. Voilà pour le sommaire. Place au journal. Depuis l'avènement du nouveau coronavirus au Togo, tous les secteurs d'activité, sans exception, ont pris un coup. Le gouvernement, dans sa stratégie de lutte, a pris certaines mesures restrictives. Aujourd'hui, l'heure est malgré tout à la relance de ces activités dans le strict respect d'un protocole sanitaire. Le ministre du Tourisme a pris ce matin langue avec les tenanciers de bars et restaurants. Le point de la séance avec Christine Petit-Kialoudé. La maladie à coronavirus, une pandémie qui a mis à mal tous les secteurs d'activité, y compris le tourisme. Le ministère, pour aider à la relance des activités dans le secteur, a élaboré un protocole sanitaire inspiré des mesures prises par le gouvernement contre la maladie. Le protocole fait ici l'objet d'échanges avec les restaurateurs et tenanciers de bars. En fonction des spécificités de vos activités, vous pouvez avoir des mesures plus contraignantes qui puissent même aller au-delà du protocole sanitaire que nous édictons. Cela veut dire que dans les jours à venir, des contrôles inopinés seront exercés. Le protocole tel qu'il est en train d'être conçu aujourd'hui ne sera pas statique. Il sera flexible pour être adapté à la réalité en fonction de l'évolution de la pandémie. À la fin de chaque mois, une évaluation de la situation sera faite par secteur d'activité. Et selon qu'il y a satisfaction de la maîtrise de la pandémie dans le secteur, on pourra assouplir davantage les mesures. Mais si, à l'issue de l'évaluation mensuelle, on se rend compte que les mesures ne sont pas totalement appliquées et que des risques évidents demeurent dans le secteur par rapport à la pandémie, les mesures seront corsées. La force spéciale mixte anti-pandémie, FOSAP, est une approche globale pour vaincre la maladie dans la discipline et la non-violence. Le commandant de la FOSAP a rappelé les missions de la force. Dans notre mission, nous préconisons l'éducation, la sensibilisation. La sanction n'intervient que après, s'il y a des récalcitrants. Les critères, nous exigeons la présence effective du responsable de surveillance des mesures de prévention dans votre établissement, qui sera donc notre interlocuteur. Nous exigeons un dispositif opérationnel de lavage des mains, port de masque obligatoire aux entrées et à l'intérieur pour les clients et les personnels. Limitation du nombre de personnel en tenant compte de la distanciation physique. Prise systématique de température aux entrées. Règlement sécurisé des factures. L'utilisation de gel hydroalcoolique sur les tables. Présence permanente des affiches de sensibilisation. Présence des agents de sécurité, vigiles, aux entrées pour le contrôle. Hygiène, entretien des locaux, du personnel, des couverts et désinfection régulière du mobilier et des matériels. Nous comptons beaucoup sur la responsabilité de nous tous. Les tenanciers de bars et restaurateurs ont apprécié la démarche et l'esprit de solidarité du gouvernement tout en promettant le respect du protocole sanitaire.
C'est vraiment un grand plaisir. Cette rencontre est venue à point nommé. Nous devons essayer de nous éduquer de telle sorte que la pandémie, en fait, si ça progresse, il y aura des mesures plus drastiques au niveau de nos bars. Et même si ça régresse, il y aura des mesures plus souples dans nos bars. La maladie à coronavirus cause du tort non seulement sur le plan sanitaire, mais aussi économique selon la coordination nationale de la riposte à la COVID-19. Elle a exhorté l'ensemble des acteurs à une auto-évaluation avant tout autre contrôle des services compétents. Voilà qui nous amène à prendre connaissance maintenant du nouveau plan de gestion de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. La coordination nationale, malgré des actions de riposte sur le terrain, initie d'autres approches tout aussi innovantes. On parle ici de déconcentration ou de réorganisation des activités sanitaires. Tout sur cette nouvelle méthode de lutte avec Augustin Kossi. Des personnes qui se réunissent sans cache-nez ni distanciation sociale, du relâchement dans le respect des gestes barrières est perceptible. Pourtant, la pandémie au coronavirus progresse, de nouveaux foyers de contamination naissent et on enregistre des flambées de cas. Mais la vie doit reprendre son cours en maintenant la veille pandémique. Au niveau de la coordination de la gestion de la riposte, on parle de la mobilisation des comités à la base. Les activités doivent reprendre, mais avec la présence du virus. Et comment reprendre ces activités? En minimisant les contaminations, mais aussi comment gérer le flux des cas positifs pour éviter que l'évolution des cas positifs soit une évolution fatale. Que ce soit la population, mais aussi tous ceux qui gèrent cette riposte, nous voulons demander à tout le monde de redoubler de vigilance. Dans cette nouvelle approche de gestion de la crise sanitaire, un accent particulier sera mis sur le Grand Lomé, principal foyer de contamination où on enregistre au quotidien de nouveaux cas. Plusieurs facteurs justifient cette réorganisation des acteurs. La rentrée scolaire, l'ouverture des lieux de culte, la rentrée universitaire prochaine et surtout l'ouverture des frontières terrestres en perspective. Ces différents éléments imposent un renforcement de la stratégie de lutte. L'État élabore alors un plan de déconcentration de la gestion de la pandémie dans la région sanitaire du Grand Lomé. Comment va-t-il donc se traduire? Le Conseil des ministres du mercredi dernier en précise les grandes orientations. Ce plan va se traduire par la mise en place d'une équipe d'intervention rapide, fixe, et d'une équipe de suivi des cas positifs asymptomatiques à domicile. Cette équipe-là sera mobile et elle sera dans chaque formation sanitaire des chefs-lieux de communes. Il va y avoir également un remplacement des 19 équipes d'intervention rapide mobiles qui couvrent actuellement à Guenivé et Golfe par 3 équipes mobiles dans chaque direction préfectorale de la santé. Il y aura la mise en place d'une équipe de suivi des voyageurs et contacts mobiles dans les formations sanitaires publiques. Le ministère a requis l'implication des comités de développement de quartier et des comités de santé pour monter d'un cran dans la veille sanitaire. Les plans de déconcentration dans les autres régions sont en cours d'élaboration en s'inspirant de ce qui sera fait dans le Grand Lomé pour un démarrage annoncé pour le 17 novembre 2020. Pour ce qui est des structures sanitaires privées, elles sont autorisées à effectuer des prélèvements dans le Grand Lomé et il a été identifié 4 grandes cliniques. Les tests seront payants pour tout prélèvement effectué dans le privé, mais le prix sera homologué par le ministre de la Santé et le ministre des Finances. Les prélèvements qui seront effectués dans le privé seront testés au CHU Campus. Depuis l'apparition des premiers cas en masse, le Togo a mis en place un plan de riposte apprécié par la Banque mondiale. Avec un taux de décès relativement faible et un nombre de personnes guéries assez élevé, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo est de 2442 cas
dont 677 actifs selon les chiffres du jeudi 5 novembre 2020. Le virus est toujours actif et le geste qui sauve reste le respect des mesures barrières. La suite de votre édition, nous prenons la direction de Vaud et tout près les lacs pour un premier constat de reprise des cours pour les apprenants dans ce contexte de crise liée au nouveau coronavirus. Les images, vous les verrez, montrent que le protocole sanitaire mis en place dans les établissements visités est respecté. Suivez le reportage de Uri Chamigan présenté par Sonia Amini. Je Vaughan-Ville 1. Dans la cour de cette école, comme devant toutes les salles de classe, sont bien présents des dispositifs de lave-mains. Dans les salles, rien n'est plus comme auparavant. Les habitudes ont changé. La réalité est là et à tous les niveaux, chacun en est bien conscient, comme ici aussi à l'école primaire de Vaughan. Nous avons porté les masques parce qu'il y a une maladie qui circule et c'est la pandémie à coronavirus. Nous portons les masques pour nous protéger. Il y a très dangereux qui tuent les gens. Ils ne connaissent pas filles ou garçons. Ils ne connaissent pas petits ou grands. Les enfants, quand ils viennent à l'école, ils doivent se laver régulièrement les mains. On doit faire ceci jusqu'à la fin de l'année pour éviter la propagation de la maladie. Il en est de même pour les professeurs. Donc ils ont également les gels hydroalcooliques qu'on a mis à leur disposition. Ils doivent respecter nécessairement les mesures barrières. Lavage de mains, port de cache-nez, distanciation physique, présence d'affiches de sensibilisation. En tout cas, tous les moyens sont bons pour épargner enseignants et élèves du mal. Au lycée de Togoville, nul ne déroge à la règle. Des dispositifs de lave-mains, qu'ils soient modernes ou artisanaux, chacun a son importance. Nous avons pris en charge la sensibilisation de nos élèves et que cette sensibilisation porte loin, même en dehors de l'établissement et même dans leur famille. Et au lycée de Togoville, il n'y a pas d'élèves sans bavette dans l'enceinte ni en classe. Il est un peu plus de 9h30 à l'école primaire publique de Baloubé. C'est l'heure de la récréation. Mais tous ne sortent au même moment. Et pour cause. On va faire sortir les enfants par classe. Sinon, ils seront encombrés. La disposition normale ne sera pas prise. Le lycée de Baloubé n'en fait d'ailleurs pas exception. D'une préfecture à une autre, cap sur les lacs. Ils sont 13h au lycée d'Aklakou dans la commune Lac 2. Ici, certains partent et d'autres arrivent. Avant, on avait 14 sections dans l'établissement. Maintenant, en respectant ce quota, nous avons dédoublé les classes et nous sommes à 22 sections. C'est dans ce sens que nous avons constitué les doubles flux. Cela nous permet de gagner assez de salles pour pouvoir les installer et suivre correctement les cours. C'est donc plusieurs défis à relever par tous les acteurs du système éducatif togolais, justement pour une rentrée assurée et réussie. Je vous fais à présent lecture de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 6 novembre 2020. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 2478 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1720, 12 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 683 et le nombre de décès est de 57. Situation rendue publique ce jour par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Miji Yawa. Économie à présent, et selon la dernière enquête et publication de la BCEAO sur le taux de bancarisation dans l'espace UEMOA, le Togo s'adjuge la première place avec un taux estimé à 25,1%. Les facteurs déterminants pour le Togo, c'est un dossier signé Lucassi. L'inclusion financière en bonne marche au Togo. De belles performances dans le secteur s'enregistrent. Avec des taux de bancarisation stricts de 25,1% et élargi de 78,5%, il prend la tête du peloton dans l'espace UEMOA. Dans l'ensemble, le taux d'accès des populations aux services financiers dans l'Union est passé de 17,2% en 2018 à 18,0% en 2019, soit une progression de 0,8%.
Le taux de bancarisation le plus élevé a été logiquement observé au Togo, suivi du Bénin 24,8%, du Burkina Faso 23,2% et de la Guinée-Bissau 20,3%. La progression de ce taux dans l'espace UEMOA est imputable à l'augmentation de 9% du nombre de particuliers titulaires de comptes auprès des banques au cours de l'année 2019. Le taux d'utilisation des services bancaires est estimé à 15,6% sur la même période. Les caisses nationales d'épargne et les services financiers postaux jouent également un rôle dans l'inclusion financière des populations. Malgré cela, beaucoup de comptes sont restés inactifs. Il se dégage alors que les banques devraient adapter les services proposés aux besoins réels des populations. Déjà, des travaux sont en cours pour la révision du cadre réglementaire afin de favoriser la diversification de l'offre de services bancaires et contribuer à l'amélioration de la bancarisation dans l'Union. Après le taux de bancarisation strict qui a permis à l'UEMOA de mesurer le pourcentage de la population adulte détenant un compte dans les banques, services postaux, caisse nationale d'épargne et le trésor, on passe au taux de bancarisation élargi. Ce dernier établit le pourcentage de la population adulte titulaire de comptes dans les banques et autres services financiers. Le taux de bancarisation élargi de l'Union est ressorti à 39,7% en 2019 contre 38,3% en 2018, soit une progression de 1,4 point de pourcentage. Le taux le plus élevé a été enregistré au Togo, 78,5%. Une performance qui se justifie par les politiques et programmes de développement mis en œuvre par le gouvernement. À cela s'ajoutent les réformes économiques menées par le ministre de l'Économie et des Finances, Sani Yaya. Les initiatives ont permis de prendre en compte les populations exclues par les systèmes bancaires traditionnels. En termes d'évolution les plus significatives observées, le Togo arrive deuxième avec plus 5,2 derrière la Guinée-Bissau, plus 9,5. C'est ce qu'on retient de la dernière publication de la BCEAO. Avec la déclaration de politique générale du gouvernement Dogbé, des actions sont déjà en cours pour renforcer l'accès des populations, surtout celles qui sont exclues des services financiers. Un mot à présent sur la traçabilité et la qualité des produits agro-industriels togolais. La Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement s'y attelle déjà et propose aux acteurs impliqués un document devant servir de guide. Les détails avec Carmen Madiakapo. Togo veut transformer structurellement son économie et porter sa croissance à 7,5% d'ici à 2025. La réalisation de cette ambition demande des infrastructures de qualité fortes et reconnues conformément aux standards internationaux. La Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement, avec l'appui du PNUD et de l'ONUDI, a élaboré à cet effet le projet du système de traçabilité des chaînes de valeur agro-industrielles. Le projet est ici soumis à validation. Face aux obstacles que les produits togolais rencontrent sur les marchés internationaux et régionaux. Surtout lorsque ces produits-là vont sur ces marchés, ces produits souvent sont rejetés parce que faute de traçabilité et de qualité. C'est dans ce cadre-là qu'on a pris des mesures drastiques en mettant en place le système de traçabilité afin de connaître l'origine, la provenance, comment le produit est fabriqué et transporté jusqu'à leurs frontières. Pour le compte de ce projet, 3 filières sont identifiées: l'ananas, l'anacarde et le beurre de karité. Ces 3 chaînes de valeur sont déjà structurées par rapport aux autres chaînes de valeur. Et en plus de cela, ce sont des chaînes de valeur qui ont déjà des projets qui sont accompagnés par des partenaires techniques et financiers de notre pays. Donc en fait le projet de traçabilité s'est mis dedans pour pouvoir aider ces acteurs de ces chaînes de valeur à pouvoir donner une valeur ajoutée à leurs produits. Une fois validé, le projet permettra de mesurer la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises. Désormais, lorsqu'un opérateur économique veut s'imposer sur le marché, il doit démontrer que son produit respecte les normes de qualité.
Le respect des droits individuels et libertés fondamentales que fait le Togo après avoir ratifié ce protocole. Le pays semble-t-il mettre tout en œuvre pour respecter ses engagements avec un accent mis sur les droits de l'homme, les droits individuels et l'engagement du Togo. Un dossier signé Clarissa Ticlé. La Constitution togolaise intègre en son sein les droits et devoirs énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le pays a ratifié de nombreux instruments internationaux et régionaux de protection des droits humains. Des instruments qui devront participer à l'instauration d'une culture du respect des droits de l'homme dans le pays, surtout le respect des droits individuels. Le Togo a en effet ratifié beaucoup d'instruments pour justement protéger les droits individuels des citoyens, notamment les droits des personnes privées de liberté. Le Togo a ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture et après a ratifié le protocole. Et c'est ce protocole-là qui a mis en place le mécanisme national de prévention de la torture. Il y a plein d'autres thématiques que le Togo a ratifiées dans ces instruments-là. Quand vous ratifiez un traité, qu'il soit régional ou international, vous prenez l'engagement de faire un certain nombre de choses. Par exemple, le Togo a confirmé dans sa constitution l'interdiction absolue de la torture et l'interdiction absolue de la peine de mort. Il y avait une loi qui l'avait fait déjà, mais lors de la dernière révision de la Constitution, cela a été mis dans la Constitution. Ça veut dire que ça a été gravé dans du marbre pour dire que la peine de mort est strictement interdite. Et c'est la protection des droits des personnes privées de liberté qui a conduit à la mise en place du mécanisme de prévention de la torture qui veille à l'amélioration des conditions de détention. C'est des lieux fermés, c'est des lieux clos. Il peut s'y passer des choses pas très bonnes. Mais à force de visiter ces lieux, à force de mettre de la lumière sur ces lieux-là, cela peut permettre d'éviter un certain nombre de choses. Et l'avantage, c'est que ça permet même au pays lui-même, à travers son mécanisme, de corriger les choses sans attendre forcément la communauté internationale. Donc, c'est le pays lui-même, c'est le Togo lui-même qui se contrôle, qui se fait des recommandations pour faire changer les choses. En ratifiant le protocole, le pays qui le fait s'engage à mettre en place ce mécanisme-là. Et c'est ce que le Togo a fait à travers la loi du 20 juin 2018. Certes, le Togo fait d'énormes efforts pour la protection des droits individuels, notamment ceux des femmes, des enfants et des personnes âgées. Les engagements pris doivent se transformer en actes concrets pour la mise en place d'une société plus respectueuse des droits et des libertés individuelles. À Kara, la thématique sur les droits des détenus et le système carcéral est revue par le CACIT et tous les acteurs impliqués. Que retenir alors de cette rencontre? Les détails avec Nestor Mouzou. Le CACIT, collectif des associations contre l'impunité au Togo, préoccupé par le système carcéral du pays. Cette rencontre avec les représentants du ministère des Droits de l'Homme, de la Sécurité et de la Protection civile, de la Commission nationale des droits de l'homme, des magistrats, de l'administration pénitentiaire et de la société civile a été initiée pour mener des réflexions sur ce système. Il s'agit d'explorer les différentes options en vue de proposer aux autorités les meilleures pistes possibles pour l'amélioration de la situation carcérale au Togo. Le CACIT accompagne, comme d'autres organisations de la société civile, le gouvernement pour l'amélioration du système carcéral au Togo. L'idée, au final, c'est qu'une fois qu'on sortira de cette rencontre, on puisse avoir une base solide pour que les autorités puissent avoir des outils pour avancer. Nous avons prévu voir les acquis, qu'est-ce qui a été déjà fait à ce jour, voir les défis, parce que le système carcéral, ce n'est pas une volonté délibérée de l'État de ne pas faire avancer les choses. C'est parfois des problèmes structurels, des problèmes liés au manque de moyens. Comment faire pour accompagner le gouvernement? Comment faire pour avoir des partenaires aux côtés du gouvernement pour l'accompagner à rendre effectives ces recommandations qui lui ont été faites? Selon le CACIT, l'aide juridictionnelle adoptée en 2013 n'est toujours pas effective et plus de 60% des détenus sont en détention préventive contre 37% de personnes condamnées. En outre, dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, la situation est devenue préoccupante avec plusieurs détenus contaminés. Une visite à présent avec le ministre professeur Iou Ateba à l'ENESDA Tapamé, une sortie pour faire l'état des lieux de cette structure de formation des enseignants. Le point de la visite avec Sylvain Raptou.
Après sa réouverture en 2010 par le chef de l'État, Foresto Zimna Nyasingbe, l'ENES, École normale supérieure d'Atapamé, a formé jusqu'à ce jour plus de 2000 professeurs. Actuellement, elle compte déployer sur le terrain 258 nouveaux professeurs pour servir dans les collèges, plus précisément dans les filières lettres et sciences. Un acquis fort apprécié par le ministre de l'Enseignement supérieur qui s'est déplacé dans ces structures relevant de son ministère pour s'enquérir des réalités du terrain, mais aussi discuter avec le corps enseignant sur les mécanismes à mettre en place pour mieux accompagner le système éducatif au Togo. Désormais mettre dans leur calendrier cette possibilité d'appuyer les établissements privés. Les établissements privés, qu'ils soient des établissements privés du collège ou du secondaire ou du lycée, mais aussi les écoles d'enseignement supérieur privées. Il faudrait effectivement qu'on ait un regard sur la qualité de l'enseignement dans ces écoles et que l'ENES puisse apporter son expertise dans la formation de ces enseignants. Parce que l'ENES est cet outil de l'État, disons, qui se professionnalise dans l'art d'enseigner, dans l'art de transmettre aux plus jeunes. Et je crois que cette expertise qu'on lui reconnaît doit être mise à bénéfice pour non seulement les élèves dans le public, mais aussi appuyer l'effort qui est fait au niveau des établissements privés. La visite a également permis au ministre de faire l'état des lieux de cette structure chargée de la formation des enseignants-professeurs. Une manière pour le ministre d'écouter les uns et les autres, notamment corps enseignants et élèves-professeurs, en ce qui concerne leurs différentes préoccupations. Ceci en vue de réfléchir sur les actions à mener pour mieux les accompagner et faire de cette école de formation un outil efficace en matière de transfert de connaissances aux apprenants. À Lomé, les bacheliers, les tout nouveaux avant la rentrée universitaire sont conviés à une séance d'information et d'orientation, une tradition, une fois de plus, respectée pour aider les étudiants dans le choix des filières. Reportage. Une chose est de réussir son bac, une autre est de faire le bon choix pour un parcours ou une formation professionnelle réussie. Ici, ces nouveaux bacheliers sont entretenus sur les filières à choisir et les opportunités qu'elles présentent. C'était vraiment super. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que lorsqu'on veut s'orienter, en fait, il ne faut pas tenir compte de ce qui est plus rentable, mais il faut tenir compte aussi de sa personnalité et puis de ce qui nous entoure le plus. Je peux être meilleur ici juste en analysant ce qui est autour de moi. Je peux être meilleur en étant stratégique. L'Association pour une jeunesse sans frontières, AJSF, entend à travers cette séance d'information et d'orientation accompagner ces jeunes dans leur démarche pour le choix d'un cursus qui correspond aux exigences du marché de l'emploi. Nous ne pouvons pas continuer dans l'ancienne école. C'est pour cela que nous voulons orienter nos jeunes frères à pouvoir faire des choix de qualité. L'erreur que bon nombre fait, c'est de ne pas avoir un projet professionnel. C'est important pour tout jeune, déjà même après le CEPD, d'avoir un projet professionnel accompagné par les parents. En fonction de ce projet professionnel, ils savent déjà ce qu'ils envisagent faire comme métier plus tard. C'est une action concertée entre les différents startups engagés dans la lutte pour un développement assuré en Afrique. Ceci à la lumière des richesses et potentialités dont regorge le continent africain. Dans le reste de l'actualité, la ministre des Armées a procédé hier au lancement officiel des actions médicales gratuites des forces armées togolaises au profit des populations vulnérables de la région des Savanes. L'action humanitaire est vivement saluée par les bénéficiaires. Le compte rendu de l'opération avec Chazina Mbaga. La ministre des Armées, Nyakade Esozamna, et son collègue, Edjeba Esomanam, en charge du développement des territoires, ici au chevet des patients de la région des Savanes, bénéficiaires des actions médicales gratuites des forces armées togolaises. Il leur apporte le réconfort du président de la République, chef des armées qui a instruit cette opération humanitaire exceptionnelle en faveur des populations vulnérables des zones les plus reculées du pays. Il s'agit en fait d'amener les hôpitaux vers la population. Ce sont des soins de qualité que nous devons administrer à ces populations et ça de façon gratuite. Il y a l'équipe qui va s'occuper que de la chirurgie, et il y a les activités d'ophtalmologie, donc les opérations de cataracte seront faites. Il y a les activités dentaires, les soins dentaires. Il y a d'abord la consultation médicale générale aussi, avec des soins aux populations. Nous avons l'équipe des gynécologues qui vont s'occuper des femmes enceintes, surtout en leur faisant des consultations prénatales
et en surtout faisant des échographies obstétricales. Nous avons également dans l'équipe des pédiatres qui vont s'occuper des enfants. Et enfin, nous allons recenser certains enfants qui n'ont pas de naissance. Par le biais de PNUD, il y aura une équipe qui va nous suivre après pour leur faciliter la délivrance des pièces de naissance. J'ai hernie depuis mon enfance. Je ne suis pas soigné parce que je n'avais pas les moyens. Donc c'est grâce aux militaires qui sont venus me soigner. Hernie, c'est sorti côté devant. Je travaille mais je ne travaille pas fort. C'est un peu seulement. Si je dis je vais travailler un peu de sang, je fatigue trop. Je n'ai pas moyen, c'est à cause de ça que je n'ai pas de soigner. Cette action médicale gratuite qui ambitionne de soulager 10 000 patients est assortie de 200 opérations chirurgicales qui portent sur les hernies et hydrocèles, 900 consultations prénatales et 150 opérations oculaires pour la cataracte. Les forces armées togolaises bénéficient de l'accompagnement du système des Nations Unies à travers le PNUD et l'UNICEF. Le système des Nations Unies a décidé de soutenir cette initiative dans le cadre de notre projet conjoint de promotion de la paix et de prévention des conflits ici au Togo. Dans le cadre de ce projet, il y a bien sûr l'objectif de raffermissement des relations de confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations. La question de confiance entre les forces de défense et de sécurité ne se réduit pas seulement à la parole, au dialogue. Ça se traduit aussi par des actions concrètes que les forces armées togolaises ont décidé de mener dans 3 régions du Togo. Nous sommes très heureux de voir que ces genres d'initiatives se multiplient et nous ne pouvons que féliciter les forces de défense et de sécurité. Avec cette opération gratuite, les forces armées togolaises sont plus que jamais aux petits soins des populations vulnérables. Nous vous rassurons que l'armée togolaise a toujours fait ce qu'il faut pour la population togolaise. Elle a toujours été présente, elle demeure et elle restera présente. Le président de la République, son Excellence Essom Nanyasingbe, en nous envoyant ici, connaît plus ou moins vos problèmes. Il y pense et ce qui peut être fait sera fait. Déjà, le chef de l'État a envoyé son lot de vivres et de non-vivres pour soutenir les patients dans leur convalescence en cette période de coronavirus. En bref et en image, la ministre des Mines et de l'Énergie était, elle, cet après-midi à la direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo, CET. Il était question pour la nouvelle patronne de l'énergie du Togo de s'imprégner des réalités et des conditions de travail des agents de la CET. La patrie dit, le thème revient une fois encore dans cette édition après le vote de la représentation nationale. Ici, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés qui parle des conditions de personnes apatrides. Le compte rendu de la rencontre avec Yasmine Koutia. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR s'engage dans la lutte contre l'apatridie. Le nombre d'apatrides dans le monde est estimé à 4,2 millions selon les statistiques du HCR en 2019. Et le HCR, pour œuvrer davantage à l'éradication de l'apatridie, met en place de nombreuses stratégies, dont ce concours de rédaction de poèmes. Et ce de sort, Emmanuel Sédou en est sorti meilleur avec un trophée Apatridie HCR et une enveloppe financière. L'apatridie, c'est une question qui touche la sensibilité et tout ce qui est sensible me touche personnellement. Ce prix, pour moi, c'est une reconnaissance, non seulement pour moi, mais aussi au nom de tous les apatrides du monde. J'espère vraiment que ça ne s'arrêtera pas juste à ce prix, mais que ça servira d'un point de départ pour un grand projet. Ce concours qui a été dénommé « J'appartiens, j'existe » est donc une initiative pour susciter encore l'intérêt de l'opinion togolaise sur la problématique de l'apatridie. Nous avons eu au niveau du jury à recevoir une centaine de candidatures. Ce qui nous a marqué, c'est que nous n'avons pas eu l'impression que les gens venaient juste pour participer à un concours, mais nous avons vu que des gens avaient cette volonté-là de faire passer un message. Au-delà de cette remise de trophée qui se situe dans le cadre des activités de la 6e anniversaire de la campagne, la rencontre a été dédiée à des réflexions sur diverses thématiques.
On va d'abord faire le point de ce que c'est que l'apatride, les actions qui ont été menées dans le cadre de la campagne qui a été lancée depuis 2014 et aussi voir ce qu'on doit mettre en œuvre pour que le but qui est d'éradiquer le phénomène soit atteint. Pour remédier à l'apatridie, d'ici 2024, de nombreuses mesures sont prises, notamment la délivrance des documents d'identité aux méritants, la suppression de la discrimination fondée sur le sexe dans les lois relatives à la nationalité et autres. De communiquer avant de refermer cette édition, le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social porte à la connaissance des candidats au concours national de recrutement d'enseignants fonctionnaires et de personnel administratif pour le compte du ministère chargé de l'enseignement technique, de l'artisanat, session du 6 décembre 2019, qu'ils peuvent consulter la liste des déclarés admis dans le quotidien national Togo Presse et dans les lieux suivants. À Lomé, ministère chargé de la fonction publique, ministère chargé des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. À l'intérieur du pays, dans les inspections régionales de l'enseignement technique, communiqué signé par le ministre Gilbert Bawara. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.